avant d'acheter une action et espérer gagner de l'argent en bourse, il y a un principe de base mais qui est pourtant assez peu expliqué. Le plus important, c'est pas finalement de trouver la meilleure action qui va exploser dans les prochaines années, mais ça va être surtout de sentir les actions qui risquent de te faire perdre ton argent. C'est un peu comme ton ex parce que finalement il y a des signaux un peu en mode appel de phare. Alors bon, je fais avec les moyens de la chaîne, hein. Imagine que c'est des appels de phare. Et en fait en finance c'est un peu le même principe, il y a des signaux qui te permettent de voir que l'entreprise, l'action dans laquelle tu vas investir, finalement elle va être en difficulté ou pire, elle va être en faillite. La banque Lehman Brothers, par exemple, n'a pas survécu à la crise de 2008 malgré des signaux de risque dans ses bilans, parce qu'elle utilisait un levier énorme. Enron avait par exemple des marges complètement incohérentes, ça laissait penser clairement à une manipulation comptable. Yahoo a loupé le virage de la recherche sur Internet, du virage des réseaux sociaux et du virage du mobile. Bon, par contre, ils n'ont pas loupé le mur. Et plus récemment, WeWork, on voyait que le business n'était pas rentable malgré le fait que l'action était extrêmement populaire. Donc on s'est posé avec Alfred, mon associé, et on a trouvé 5 critères qui sont des signes avant-coureurs que l'action risque d'être en difficulté. Et petit spoil, quand tu vas voir le dernier, vaut mieux que tu t'achètes un café plutôt que l'action, ça te coûtera moins cher. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier et Alfred non plus, donc toutes les actions que tu vas voir dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. Après, il faut vraiment que tu aies une analyse un peu plus profonde pour essayer de comprendre les réelles difficultés de l'entreprise. Donc on va commencer crescendo dans les critères. Le premier qui est le moins important, mais en tout cas qui peut être annonciateur d'une difficulté pour ton entreprise, ça va être le chiffre d'affaires. Et on va prendre l'exemple de Nike. Donc Nike, en fait, quand tu vois la tendance entre 2021 et 2025, on était en croissance, mais la tendance était vraiment sur une croissance de plus en plus faible. Tu vois qu'entre 2023 et 2024, finalement, le chiffre d'affaires est quasiment stable. Et là, après, ensuite, tu entames une baisse. Et finalement, le chiffre d'affaires, c'est vraiment un peu comme l'oxygène d'une entreprise. C'est les recettes d'une entreprise, donc les ventes. Donc c'est sûr que si tu es en stagnation, l'entreprise va être en difficulté pour grandir. En tout cas, elle n'y arrive plus au niveau de ses ventes. Donc il va falloir se réinventer ou changer de stratégie. Et si tu vois que l'entreprise n'arrive pas finalement à changer de stratégie de gestion, et typiquement tu es dans ce cas-là où tu as une croissance du chiffre d'affaires qui est de plus en plus faible et qui entame un déclin. Et donc finalement, d'un côté, tu as des recettes qui stagnent, voire qui baissent. Tu vois que tu as des charges d'exploitation finalement qui restent à peu près les mêmes, ou en tout cas qui ne baissent pas aussi vite que le chiffre d'affaires. Et du coup, tu as ton résultat d'exploitation qui en baisse assez marqué entre 2021 et 2025, alors que finalement, tu vois, le chiffre d'affaires augmente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement l'entreprise est de moins en moins efficiente et en tout cas en termes de chiffre d'affaires, si elle continue sur cette lancée-là, elle va être en difficulté. Quand tu vois la valorisation de l'action typiquement sur 5 ans, tu vois que là on est sur du moins 30%. Donc si on prend un contre-exemple du chiffre d'affaires avec Apple par exemple, on voit que malgré une augmentation de plus en plus faible du chiffre d'affaires, voire une baisse, parce que le chiffre d'affaires a baissé entre 2022 et 2024 pour Apple, on voit que l'entreprise finalement a réussi à être agile parce que le résultat d'exploitation a doublé entre 2020 et 2024. Tout simplement parce que même si ses recettes ont baissé légèrement, ses coûts ont beaucoup baissé et du coup, l'entreprise gagne de plus en plus d'argent. Alors le deuxième critère, ça va être au niveau du free cash flow. Le free cash flow, pour rappel, donc c'est les liquidités, le cash qui est généré par l'activité de l'entreprise. Donc on va prendre l'exemple d'Intel. Donc Intel, tu vois que sur 5 ans, le cours de l'action, ça se passe plutôt mal. On est à moins 52%. Quand tu regardes le chiffre d'affaires, donc on voit qu'on est sur une baisse, une baisse plutôt marquée. Mais finalement, tu vois, entre 2020, 2021, 2022, la baisse est relativement mesurée, même si après on voit que ça s'accélère un petit peu. Mais c'est surtout au niveau du free cash flow, où là tu vois que la baisse elle est très marquée entre 2020 et 2021, alors que finalement au chiffre d'affaires la baisse était plutôt mesurée. Et là tu vois, là après c'est la porte ouverte à la chute, parce que tu étais à 21 millions en 2020, 2021 11 millions, donc tu baisses de 46%, alors que le chiffre d'affaires ne baisse que de 4%. Donc là tu vois que tu as vraiment des gros problèmes qui vont arriver. Et ça n'a pas loupé parce qu'en 2022, le free cash flow a chuté. Donc là, on est carrément négatif. 2023, c'est pareil. Et 2024, on s'enfonce.
Donc là, vraiment, tu as des vraies difficultés et c'est vrai que le free cash flow, c'était un signe, même si ça ne se reflétait pas forcément au niveau du chiffre d'affaires, allait être en grande difficulté. Alors le troisième critère qui est pour moi vraiment très important, ça va être au niveau des marges. Et on va prendre l'exemple de Carrefour pour illustrer ça. Alors tu sais que moi j'aime bien investir dans des entreprises qui ont des très belles marges, des très belles rentabilités. Et si la marge, la rentabilité finalement stagne ou est en tendance baissière, ça c'est clairement un signe. Tu vois que Carrefour, quand on regarde un petit peu le chiffre d'affaires, finalement il augmente entre 2020 et 2024. Il doit prendre à peu près 20% si je calcule rapidement, alors que dans le même temps, le résultat d'exploitation est quasiment stable entre 2020 et 2024. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors que Carrefour vend de plus en plus, elle a de plus en plus de recettes, de chiffre d'affaires, son résultat reste à peu près stable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coûts ont beaucoup augmenté et que l'entreprise est de moins en moins rentable. Et donc que les marges vont forcément diminuer. Et donc là, on va le voir forcément ici. Alors ouais, je suis en 2020. Donc tu vois que la marge sur free cash flow était à 3,14%. Alors c'est des marges qui sont très faibles, mais c'est les marges de la grande distribution. Donc pour rappel, la marge sur free cash flow, ça va mesurer en fait la part du chiffre d'affaires qui va se transformer en liquidité pour l'entreprise pour ensuite être investi. Et tu vois que la rentabilité de l'actif, on est passé de 1,29 à 1,27%. Voilà, la baisse est relativement légère, mais on est en tout cas sur des rentabilités qui sont très faibles. Et le ROE, la rentabilité pour l'actionnaire, pareil, est en tendance baissière, année après année. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'avec des rentabilités qui sont vraiment très faibles et en tendance baissière, si tu as un choc un peu externe comme une hausse des taux d'intérêt, une hausse des coûts des matières premières, bref, un choc que l'entreprise n'a pas provoqué mais qu'elle subit, elle n'a pas la rentabilité finalement pour pouvoir supporter ce choc-là et donc être en difficulté. Et tu vois d'ailleurs, ça se ressent au niveau du cours de l'action parce que sur 5 ans, l'action clairement a rien fait. Alors l'avant-dernier critère, ça va être le payout ratio. Alors pour rappel, le payout ratio, ça va mesurer en fait la part du bénéfice qui va être redistribué aux actionnaires. Mais attends Gabriel, je comprends pas, tu as un challenge dividende, donc toi t'aimes bien quand tu as de l'argent qui t'est redistribué? Pas du tout. En fait, moi, ce que j'aime, c'est effectivement avoir beaucoup de dividendes, mais que cette part de dividendes est finalement assez faible par rapport aux bénéfices que l'entreprise fait. Si en fait, tu as un payout ratio qui est vraiment beaucoup trop important, du coup, l'entreprise a plus les marges de manœuvre pour pouvoir réinvestir et se redégager des investissements pour gagner de plus en plus d'argent plus tard. On va prendre l'exemple de Ford. Tu vois qu'en fait, là, on est donc déjà sur une fluctuation plutôt tendancieuse, on va dire, du dividende. Sur 5 ans, augmentation très rapide. Ensuite, on voit qu'on est sur une diminution du dividende. Donc, tu vois que l'entreprise, là, se cherche un peu au niveau du montant à verser. On est sur un rendement qui est très élevé. On est à plus de 6% sur le dividende. Et quand tu regardes le payout ratio, on va y arriver, on est sur un montant de 96%. Donc, ça veut dire que quasiment la totalité du bénéfice est redistribué aux actionnaires. Donc là, tu comprends très vite que là, c'est un seuil qui est pas tenable à terme. Et donc, du coup, l'entreprise, forcément, à un moment ou à un autre, elle va devoir baisser son dividende, ce qui potentiellement aura un impact sur le cours de son action. Et en plus, si elle ne réinvestit pas, c'est des années de perdu par rapport à la concurrence. Parce que tu as des autres concurrents qui, pour eux, réinvestissent leur cash dans des autres outils de production pour être plus efficaces, chose que ne fait pas Ford. Et le dernier critère qui est de loin le plus important parce que ça peut mettre l'entreprise en faillite, ça va être le levier, le montant de dette que l'entreprise a. Là, on a eu un exemple avec Lehman Brothers lors de la crise de 2008. Si on prend un exemple un peu plus récent, donc avec Altis, la maison mère de SFR. Non, alors si tu regardes les chiffre d'affaires, résultats, etc., bon, globalement, ça va, c'est pas catastrophique en soi. Mais par contre, ce qui est complètement aberrant, on le voit ici, ça va être le montant de dette sur le flux de trésorerie, donc sur les liquidités que l'entreprise a. Donc là, tu vois qu'en 2024, on est sur un montant de 166. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir 166 années de free cash flow, donc de liquidité générée par l'entreprise, pour pouvoir supporter et absorber le montant de dette
que l'entreprise a souscrit. Donc là, l'effet de levier que l'entreprise a est beaucoup trop important. Et en plus, tu vois que le montant de dette n'a cessé finalement d'augmenter, même si tu as une légère baisse entre 2023 et 2024. Mais de toute façon, avec ces niveaux-là, c'est beaucoup trop important. Et là, clairement, ce qui se passe, c'est que Altice est entré en procédure de sauvegarde parce que tout simplement, le montant de la dette est trop important. L'entreprise n'est pas assez rentable pour supporter ce poids de dette parce qu'en fait, ils avaient une croissance qui était trop importante avec des acquisitions financées avec beaucoup de dettes, donc des acquisitions d'SFR, de BFM par exemple. Et en fait, le coût de la dette, le poids de la dette était trop important par rapport aux revenus qui étaient dégagés de ces nouvelles acquisitions. Et donc, on comprend bien qu'avec des montants de dette comme ça, le risque, et là de toute façon Altice y va, c'est clairement la faillite. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.